Comment ça va aujourd'hui avec ce temps magnifique que nous offre pas le printemps? Parce que bon Dieu, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse beau, on aimerait qu'il y ait du soleil. Qu'est-ce qui fout le temps là? Wow. Bon bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas du tout mis en avant, mais qui est quand même très grave. On va parler du blanchiment des coraux. En effet, lorsque j'étais plus jeune en Martinique, j'allais souvent faire de la plongée sous-marine, et ça foisonnait de corail luxuriant de partout. Et il y avait de la vie, on pouvait croiser énormément de poissons, comme des barracudas, des carangues, des marignans, des tortues, des requins pour ceux qui ont plus de chance. Et en y retournant l'année dernière, j'ai été surpris car dans certains endroits, il ne restait plus rien du tout. Que des coraux blanchis et cassés. Toute la vie avait disparu. Il ne restait que des algues inertes. Et là, je me suis dit, mais what the fuck? Je reviens 15 ans plus tard et il n'y a plus rien. Du coup, je mène ma petite enquête et je me rends compte que la cause de ce problème, c'est le blanchiment du corail. C'est quand même pas du corail qui se glitch la tronche quand même. Ce serait dommage. Non, pas du tout. Mais pour comprendre, il faut d'abord expliquer ce qu'est le corail et comment il fonctionne. Tout d'abord, il faut pas croire que le corail c'est un bout de caillou inerte qui ne sert juste qu'à faire des abris pour les poissons. Non, le corail est bel et bien vivant. Et il est constitué de polypes. Et ce polype, il n'est pas tout seul. Non, non, non. La plupart du temps, il vit en symbiose avec une algue qui le squatte en échange d'un petit coup de pouce pour se nourrir et pour garantir sa croissance. Et cette algue squatteuse s'appelle le zooxanthelle. D'ailleurs, petite parenthèse, quand le corail entame sa période de ponte, il nous offre un spectacle magnifique. Car en effet, toutes les gamètes reproductrices sont lâchées en même temps par une même espèce. C'est un spectacle qui n'arrive qu'une seule fois par an, la nuit, qui a été vu pour la première fois en 1980. Assez tardif quand même. Bon, fin de la parenthèse. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le corail et de quoi il est constitué, on aimerait bien comprendre pourquoi il blanchit, tiens. C'est quoi cette histoire encore? Eh bien, le corail est en fait un être plutôt fragile, sensible, stressé, et qui n'aime pas du tout les petits changements. Car il suffit que la température augmente de très peu pour que le corail expulse son zooxanthelle. Souvenez-vous, l'algue squatteuse. Et hop, il finit tout seul comme un couillon et il finit par blanchir et donc mourir. Mais il n'y a pas que ça. En effet, les chercheurs ont montré que l'augmentation de l'azote dans les océans prive le corail du phosphore, qui est extrêmement nécessaire pour sa croissance et peut le rendre très vulnérable. Cet azote est particulièrement présent dans les engrais ou les intrants utilisés dans les terres arables. Et il existe aussi un autre problème qui participe au blanchiment des coraux, c'est l'acidification des océans. Ah ouais, les océans sous acide, ça doit être marrant à voir ça. Okay. Plus sérieusement, cette acidification participe grandement au blanchiment des coraux et à sa destruction. L'océan absorbe 30% des émissions annuelles de CO2 produits par l'homme, ce qui crée du dioxyde de carbone, ce qui modifie le pH de l'eau. D'ailleurs, les récifs coralliens servent d'habitat à plus d'un quart des poissons du monde. Autant vous dire que c'est beaucoup. Le corail sert aussi de barrière naturelle lorsqu'il y a des tempêtes tropicales, et permet de protéger nos côtes de la montée des eaux. Et il nous sert aussi beaucoup à nous. Et tiens d'ailleurs, quand on parle de corail, on pense toujours à la grande barrière de corail d'Australie, qui certes, elle aussi a énormément été touchée par ces blanchiments, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où on peut retrouver du corail. Car la France, elle-même, abrite 10% de tous les récifs coralliens du monde, avec notamment la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, qui mesure pas moins de 1600 km, soit l'équivalent de la distance entre Paris et Varsovie en Pologne. Ça fait long quand même. D'ailleurs, on estime que 20% des récifs coralliens du monde ont déjà totalement disparu, que 25 sont dans un état critique, 25 menacés, 30% semblent être dans un état stable. Et les chercheurs estiment que si d'ici 2050 nous n'avons rien fait pour préserver ce corail, il aura quasiment totalement disparu. Donc fini les petits voyages aux Maldives où on va pouvoir aller se baigner, nanani, nananer. Hop, on va tomber sur un océan de sable vide, ça va être horrible. Autant vous le dire, autant vous prévenir. Bon, et il existe forcément des solutions pour éviter ce désastre, non? Eh bien tout d'abord, au niveau local, c'est de renouveler les zones de cotonnement, ou d'en créer de nouvelles. Zones de cotonnement, ça veut dire des zones protégées, des aires marines protégées. Car en effet, dans ma ville au Marin, en Martinique, nous avions une très belle zone protégée qui s'appelait Pointe Borgnesse, où nous allions plonger étant jeunes, et qui était remplie de corail. Et qui l'est d'ailleurs encore. Mais je ne comprends pas pourquoi cette zone a été déclassée. Je suppose que c'est pour permettre aux pêcheurs de pratiquer leur activité commerciale. Mais le problème, c'est qu'on peut voir des plaisanciers venir jeter leur ancre au milieu du récif corallien qui est encore en très bon état. Donc d'après moi, le problème n'est pas forcément la pêche, mais plus la plaisance sur ce coup-ci. Et pour préserver nos coraux, nous pouvons aussi mettre en place des plantations de corail. Car oui, le corail peut être cultivé et réimplanté dans son milieu.
C'est une activité ludique car on peut faire participer les écoles durant ces ateliers, ce qui permet de faire prendre conscience aux générations futures les problèmes liés à la préservation des milieux marins. Après, les solutions globales pour la préservation du corail dans nos océans, c'est de limiter les émissions de CO2 produites par toutes les grandes industries. Notamment des pays comme la Chine, les États-Unis ou encore l'Inde, qui produisent encore énormément leurs énergies électriques avec des usines à charbon, qui sont celles qui produisent le plus de CO2. No! No! Après, au niveau personnel, vous pouvez toujours apporter votre pierre à l'édifice de la préservation du corail, en utilisant des crèmes qui n'abîment pas les coraux par exemple. Car oui, chaque année, 14 000 tonnes de crème solaire finissent dans les océans. Donc si vous voulez respecter le corail quand vous allez faire vos plongées sous-marines ou vos sessions de surf, utilisez des crèmes solaires qui respectent le corail. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé des crèmes qu'on pourrait dire éco-friendly et qui préservent le corail, en tout cas qui ne le tuent pas. Et si vous-même vous avez déjà été témoin de blanchiment de barrières de corail ou de coraux, est-ce que vous avez déjà vu ce phénomène? Bon voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, essayez de lâcher un petit commentaire histoire d'aider l'algorithme YouTube à me faire connaître. Abonnez-vous en masse, ça donne énormément de force. Franchement, sachez que ça me fait énormément plaisir quand je vois des gens que je ne connais même pas qui s'abonnent à ma chaîne. Ça donne vraiment... ça, vous imaginez même pas. Et puis un petit like et j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao!